Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des quatre coins du globe qui impactent le monde d'aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Hello les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle interview Impact. Alors aujourd'hui, je reçois Yannick Alain. Je vous en avais parlé sur les réseaux. Alors peut-être que vous ne connaissez pas encore Yannick. Et si vous le connaissez, vous allez le redécouvrir différemment aujourd'hui. Alors Yannick Alain, merci d'avoir accepté mon invitation pour être avec Eh bien, moi. Yannick, merci beaucoup. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, tu es la première Yannick qui m'interviewe, donc je te remercie beaucoup pour ça. Et c'est un honneur pour moi d'être interviewé par toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, merci pour ça. Merci. Moi aussi, c'était le premier Yannick que j'interviewe et c'est très chouette d'avoir deux Yannick comme ça aujourd'hui sur le Ouais, et surtout plateau. masculin, féminin, parce qu'il y a peu de gens qui savent que Yannick, c'est aussi féminin. Tout à fait, tout à fait. Et donc, toi, Yannick, tu es multicasquette. Tu es formateur, tu es coach, tu es entrepreneur, tu es chauve, C'est cool. Surtout le casquette cool, en fait. Et je suis chauve aussi, effectivement. tu es aussi auteur. Donc, tu as vraiment un parcours formidable. Et est-ce qu'on pourrait commencer en parlant de ton début de carrière? Tu as commencé comme commercial. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, en fait, enfant, on va dire que je savais pas trop quoi faire de ma vie parce que j'étais pas très très doué à l'école et je sais pas que j'étais pas doué, j'étais carrément pas là à l'école quoi. J'étais hyper absent physiquement, j'étais hyper absent dans ma tête. Quand j'y étais, mon corps était là, mais mon esprit était complètement ailleurs. Donc déjà j'ai on va dire une part, on va dire, d'estime de moi, parce que c'est lié, qui a été fortement écorché par le système scolaire, en fait. J'ai appris il y a quelques mois seulement que j'étais dyslexique, ce qui a expliqué énormément de choses par rapport à mon fonctionnement cognitif, qui fait que le format de l'école n'était pas fait pour moi, et à l'époque, je n'ai pas été détecté, j'aurais pas pu, je pense, à mon époque, en fait, être détecté en tant que dyslexique. Donc, quand t'es pas détecté en tant que dyslexique, à l'école, on te dit que t'es nul. Et puis, point barre, quoi. Et donc, quand j'ai eu mon rendez-vous avec la vie, avec ma professeure principale et la conseillère d'orientation, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit, écoute, a priori, comme t'es à peu près pas bon à rien, mais mauvais à tout, on va peut-être te mettre sur une autre voie. Et avec le chapeau d'Harry Potter, elle a choisi avec le chapeau d'Harry Potter et le doigt mouillé, allez, tu seras commercial. Et j'avais en fait à cette époque-là en fait beaucoup d'injonctions parentales, notamment de ma grand-mère, qui m'avait dit en fait, tu sais l'école, enfin l'école déjà c'est pas, enfin l'école, c'est bien que tu étudies et c'est important, mais commercial, c'est des métiers de voyous en fait. Et tout ce qui est lié à la réussite, c'est un peu des métiers de voyous. Et moi, ça m'intéressait quand même beaucoup ce métier-là. Et quand la prof m'a dit, tu vas faire des petites études commerciales, moi je me suis dit, je me suis dit, ok, super, j'ai une orientation, mais à côté de ça, inconsciemment, j'avais cette espèce de truc, les commerciaux sont des escrocs, et gagner de l'argent, c'est fait pour les gens qui exploitent les autres. C'est ce que mon grand-père m'avait dit. Et donc, comme je suis parti avec ce petit sac à dos inconscient là-dessus, évidemment, quand j'ai commencé ma carrière commerciale, j'ai fait quelques études commerciales, ok, très très rapides, des bacs professionnels, puis voilà, et puis on va sur le chemin du travail. Très rapidement, je me suis rendu compte que ces injonctions parentales-là m'empêchaient de réussir en commerce. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas au fond devenir ce que je méprisais ou ce que mes amis, ma famille, mes grands-parents, les gens qui étaient plus là aussi, méprisaient aussi. Et c'est dingue parce que mes grands-parents étaient décédés déjà, enfin en tout cas, ma grand-mère qui était très importante pour moi était décédée à ce moment-là. Et c'est dingue on peut accrocher une sagesse supérieure et peut-être pas complètement fondée. Ma grand-mère était quelqu'un de génial, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais on accorde en fait une espèce de sagesse à leurs paroles qui est comme évangélique. Et donc du coup, c'est comme, tu sais, non, on peut pas remettre en question ce que ta grand-mère ou ton grand-père Mhm. disait. Tu vois, parce qu'on leur accorde une sagesse, alors qu'ils étaient humains comme tout le monde, c'était des humains magnifiques, mais ils m'ont collé des choses très très chouettes. Par exemple, et notamment ma grand-mère, ils m'ont
contaminé à la gentillesse, ce qui est quelque chose de génial, tu vois. Mais à la fois, ils m'ont collé aussi, ils m'ont contaminé à des choses qui étaient un petit peu moins bonnes. Tu vois, comme par exemple le rapport à l'argent, le rapport à la vente, le rapport à tout ça, le rapport à être patron, chef d'entreprise, tout ça, ce genre de choses-là, à la réussite en fait en soi. Et donc, dans mon chemin professionnel, au début, en tant que commercial, j'étais nul. Tu vois, pour répondre à ta question, je vendais pas. Et alors, j'avais une très bonne capacité à me faire recevoir, mais une très mauvaise capacité à vendre, parce que je suis tombé aussi dans des entreprises qui n'étaient pas éthiques du tout dans leur manière de fonctionner. Donc, en fait, c'est des choses d'ailleurs qui corroborent. En fait, le fait de pas être quand t'es commercial, c'est pas quelque chose de bien, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des mauvaises pratiques. Et donc, j'ai commencé ma carrière commerciale avec un patron qui me faisait vendre en fait en entonnoir, qui me faisait piéger mes clients. Et un jour, j'ai vendu à une dame en fait qui était surendettée. Voilà, je lui ai vendu un contrat. Et en fait, j'ai tellement eu honte de lui avoir vendu ce contrat-là et j'ai tellement été mal à l'aise de ça que je suis allé lui ramener son contrat le lendemain à cette dame pour lui dire, écoutez, réfléchissez bien à ce contrat-là. Et je suis allé fêter ma première vente en l'ayant ramené avec tous mes collègues en fait au bureau. Et évidemment, mon patron m'a crucifié et m'a humilié sur place en disant que j'étais un bisounours, que j'y arriverais jamais dans ce milieu, que j'étais nul, que j'étais la honte de ce métier. Et je suis parti de cette entreprise, évidemment, avec une confiance en moi et une estime de moi encore plus mauvaise, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire, commercial. Et je suis parti avec cette espèce de sac à dos-là. Et ma petite amie de l'époque, Isabelle, m'a dit, écoute, si tu sais pas faire autre chose et si tu as envie quand même de faire ce métier-là, peut-être que tu devrais essayer d'autres métiers où... Parce que moi, comme j'avais pas d'études, je m'autorisais pas à postuler à des postes, tu sais, un petit peu plus haut et tout ça. Et quand je me suis donné cette autorisation-là, grâce à Isa, je me suis dit, écoute, je vais tenter, quoi. Et donc, j'ai envoyé plein de CV. Je suis tombé sur l'entreprise qui m'a donné ma chance, qui m'a appris ce que c'était que la vente éthique, bienveillante, avec amour, avec sérieux, avec professionnalisme, de la sympathie évidemment, de la gentillesse, du professionnalisme, et puis comment est-ce qu'on détecte un petit peu avoir le sens des affaires, tu vois, et donc du coup ça m'a développé cet esprit-là en me disant que c'était possible, et à partir de ce moment-là, je devais avoir 24 ans à l'époque, ma carrière a vraiment littéralement explosé à tel point qu'à 26 ans j'étais directeur commercial. Voilà, si je te brosse et si je te détourne extrêmement rapidement ma carrière, on va dire, directeur commercial. Ouais, tu as été directeur général aussi à 33 ans. Donc, comme Ouais, tu dis, directeur général aussi par la suite. ta carrière a été fulgurante, ton évolution a été fulgurante justement parce que tu étais avec des personnes qui croyaient en toi et qui t'ont donné les bons Ouais. outils et les bonnes clés aussi pour pouvoir vendre éthiquement. Parce qu'il y a quelque chose que tu dis souvent et que j'adore, c'est si tu n'es pas éthique, tu n'es pas thétique. Oui, c'est vrai. J'adore ça. Je trouve que dans le monde dans lequel on évolue, tu as vraiment deux camps. Et tu l'as dit, toi, ton patron t'a traité de bisounours, entre guillemets, et tu viens d'une famille qui a prôné la gentillesse et qui t'a vraiment formaté à la gentillesse. Toi, tu es quelqu'un de gentil depuis que tu es petit. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi, la gentillesse, que tu as eu du mal à apporter, je pense, à un moment donné. Oui, parce que c'est toujours pareil en fait. Alors j'ai écrit un livre sur la gentillesse qui est ici, voilà, et ouais, absolument, et qui est très bien accueilli. Je suis très très heureux de ce qui se passe avec ce livre-là. Ce livre est génial, non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, pas du tout, mais parce que moi, il m'a permis, en tout cas, de me rendre compte, de passer par plein d'états chez moi, en fait, par rapport à la gentillesse. Puisque au début, quand j'ai commencé à l'écrire, en fait, j'ai failli arrêter de l'écrire. Parce que je me suis dit, mais en fait, en réalité, je suis pas un vrai gentil. Parce que j'ai compris aussi que ma gentillesse achetait des choses. Elle achetait de l'attention, elle achetait de l'amour de l'autre, elle achetait ce genre de choses-là. Mais aussi en creusant dessus, je me suis rendu compte que la gentillesse aussi, la véritable, celle qui vient complètement et profondément du cœur, elle existe aussi en moi. Et en fait, j'ai comme ces deux polarités-là dans la gentillesse. Une gentillesse qui achète de l'attention et qui est là pour la transaction d'amour, d'attention, de peu importe. Et j'ai une gentillesse véritable, en fait, qui vient vraiment d'un élan du cœur naturel, qui fait que j'ai envie juste de vivre dans un monde où il y a plus de gentillesse, plus d'amour, et que je crois que, voilà, vivre dans un monde où il n'y a pas ça, en fait, ça m'intéresse pas. Et donc, dans cette quête-là de recherche autour de la gentillesse, je me suis rendu compte que enfant, être gentil, c'est extrêmement valorisé. C'est quelque chose qui est valorisé, qui plaît, voilà. Et quand on est enfant, on se pose pas la question pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas la question quand on est enfant de est-ce que je dois faire des choses pour être aimé.
Alors que quand on est adulte, quand on commence à rentrer dans le système de scolaire, le système, on va dire, qui nous note, ce système-là nous amène dans une sorte de comparaison qui fait que, ça ne veut pas dire que nos parents veulent nous mettre ça en tête, mais nous, on comprend très vite, et pour la plupart d'entre nous, on comprend, ben maintenant, si je veux être aimé, ben il va falloir que je fasse des choses. Donc, il va falloir que j'ai des bonnes notes. Et donc, je serai aimé ou moins aimé en En fonction de fonction de si tes j'ai des notes, ouais. bonnes notes. En fonction de si j'ai une plus belle voiture, une plus mauvaise voiture. En fonction de si je fais des bonnes études ou pas les bonnes études. En fonction de si j'ai une grande maison, une petite maison. Si j'ai une grosse carrière, une petite carrière. En fait, je remets, on va dire, l'amour que l'on me donne. Je crois qu'il est conditionnel à ce que je possède, ce que je vais avoir et tout ça. Et on est tous un peu pris là-dedans, en fait, en vrai. Tu vois, dans ce truc-là, et moi le premier, hein, pris là-dedans. Et en fait, on se rend compte que on a complètement éludé le fait que on est aussi aimé profondément pour qui on est. Et on se doit de s'aimer aussi profondément pour qui on est. Et c'est super dur à faire. Parce que, ben moi, tu vois, tu sais, dans la notion d'estime de soi, où tu ranges la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, je me suis rendu compte que la confiance en soi, ça va, j'en avais pas mal. C'est-à-dire cette capacité à faire, j'en avais pas mal, tout ça. Par contre, sur la notion d'amour de moi et d'image de moi et de vision de moi, c'était très compliqué, en fait, ça. La vision de moi, je l'ai arrangée. J'avais beaucoup de poids à une époque. Et aujourd'hui, bah, j'ai quand même un peu arrangé ce truc-là parce que ben, ça m'aidait pas, en tout cas dans ma vision de moi, à m'aimer correctement. Donc du coup, j'ai fait le choix en fait de perdre du poids pour apprendre à un peu plus m'aimer dans ma vision de moi. Mais il n'y a pas que ça dans la vision de soi, hein, comme on se voit intérieurement aussi. Mhm, Mais on mhm. va dire que la vision de moi, ça allait aussi pas mal. Par contre, l'amour de moi, c'était beaucoup plus compliqué ça. Au fond de moi, mon amour de moi était très compliqué à développer et à ouais, à développer tout simplement. Et donc pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai essayé de cheminer avec ce truc-là. Et depuis quelques années maintenant, j'ai une stratégie pour ça, c'est que pour développer mon amour de moi, j'imagine, on va dire, une sorte de palais, on va dire, autour de moi, d'espace autour de moi, qui est un espace inviolable. Cet espace-là, en fait, c'est comme un sanctuaire sacré pour moi. Mhm. Et dans ce sanctuaire sacré, j'y mets mes rêves. J'y mets les petits Yannick, les petites parts de moi qui ont été blessées. Le petit Yannick qui a été humilié par ses cousins, par des gens, par ses professeurs, par son patron. Le petit Yannick a 17 ans, 18 ans, 5 ans, 3 ans. Et tous ces enfants intérieurs, tous ces petits Yannick, en fait, je mets mon enfant intérieur évidemment dedans. Toute cette part de moi qui ont été blessées, je les mets dedans, je les visualise dedans, je les vois. Je prends des fois des petites photos de moi quand j'étais enfant, tout ça. Je les mets là et je dis... ben, ces petits Yannick-là, en fait, il y a personne qui y touche maintenant. Maintenant, ce sanctuaire-là, je suis le gardien de ce sanctuaire et personne ne vient toucher à mes rêves, au petit Yannick, à toutes ces parts de moi qui ont souffert, parce que maintenant, mon job, c'est de les protéger, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cet espace-là. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand quelqu'un va mal me parler, j'ai beau être quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement humain, je ne permets pas que l'on me parle mal. Je ne permets pas que l'on me manque de respect. Je ne permets plus ce genre de choses, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus perméable à ça. Et je ne permets pas aussi à quelqu'un de venir détruire cet espace intérieur parce que ça fait partie de moi. Et donc, dans mon sanctuaire, ben, ma manière de le protéger, c'est d'accepter ça. Et depuis que je fais ça, du coup, mon amour de moi grandit un peu plus et je me sens un petit peu plus à l'aise. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple à faire, hein, mais en tout cas, Mhm. c'est une part qui est importante. Donc, je crois qu'il y a un équilibre, tu vois, entre faire des choses qui rejoint la confiance en soi, que souvent beaucoup d'entre vous arrivent à développer d'une manière ou d'une autre, à dire je vais y arriver. Mais souvent, c'est se dire, ok, comment est-ce que toutes les parts de Yannick, je peux les protéger? Parce que on sait tous faire preuve de courage. On est tous capables de dire à quelqu'un, là tu dépasses les bornes. Là je refuse que tu touches à ce sanctuaire sacré, qui est mon espace à moi, dans lequel j'ai mes petits Yannick qui ont souffert, et ils ont suffisamment souffert pour que toi tu viennes en rajouter. Donc tu ne me parles pas mal et je me laisserai toujours respecter par rapport à ça. Et donc voilà, et donc depuis que je fais ça, je vais mieux. Mais Si c'est un je puis super me outil que permettre. tu nous partages. Moi, je trouve ça super. C'est très intéressant. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses, donc Oui, merci. oui, parce que Donc, je l'ai inventé moi il y a pas longtemps, hein, donc du coup, ben, voilà. c'est Donc du coup, génial. Et je suis sûre que nos auditeurs vont apprécier. ah bah oui, voilà. Donc voilà, usez-en et abusez-en de cet outil-là parce que moi, il m'a incroyablement aidé. Et ça veut dire aussi que
Ça veut pas dire que je ferme mon cœur. Ça veut dire que j'apprends à muscler mon cœur. Tu vois, je te parlais tout à l'heure en off, tu me demandais en fait à quel sujet tu peux aborder, je peux aborder. J'ai vécu une situation et une séparation très difficile en fin d'année. Ben, cette situation-là, bien elle ne dédouane pas la personne de ce qu'elle a concrètement œuvré à me faire, tu vois, ça la dédouane pas de ça. Moi, ça m'a permis en fait de muscler, en fait, on va dire mon cœur, de muscler mes émotions, de muscler tout ça, sans les fermer. Parce que le réflexe, quand il t'arrive ce qui m'est arrivé, c'est de se fermer, de dire je ferme mon cœur. Et je dis c'est fini, je ferai plus confiance. Et ça, c'est pour les relations amoureuses, mais ça marche aussi pour les relations avec les patrons, ça part pour une déception qu'on a eue, parce on est souvent des hypersensibles. Si on te suit, probablement que les gens sont hypersensibles, très probablement. Et donc du coup, les hypersensibles peuvent avoir en fait cette espèce de truc de dire je ferme en fait. Et je crois que c'est une erreur de fermer. L'erreur, en fait, pour moi, ce que l'on doit faire, c'est apprendre à muscler ça. C'est à muscler notre habileté déjà à faire confiance aux bonnes personnes, évidemment, mais on peut pas. Malheureusement, il y a des gens qui savent très bien, en fait, voilà, feindre des émotions, et eux, parce que eux, ils sont emmerdés. Ça, c'est mon ex voilà, avec qui ça s'est terminé en fait de manière la plus violente, de manière extrêmement violente. En fait, je pense que elle, de son côté, elle savait pas, elle avait pas forcément la conscience, elle avait pas, Oui, oui, bien voilà, sûr. elle était juste, c'était une question de, on avait juste pas les mêmes valeurs, tout ça, et puis voilà, elle était très axée sur elle-même, très égocentrée, et donc du coup, bah, elle a fait ce qui était juste pour elle Juste à ce pour elle, moment-là. oui. Voilà, juste pour elle à ce moment-là, mais ce juste pour elle, moi, m'a détruit et m'a fait très très mal. Donc du coup, le fait de me faire mal comme ça, j'aurais pu me fermer. En fait, je me suis dit non. En fait, elle a joué son rôle qu'elle avait à jouer. Je pense que elle doit se regarder droit dans la glace et elle a sa responsabilité et elle va se regarder dans la glace avec ça et vivre avec ça. Parce que elle devra en fait vivre avec ça. Mais moi de mon côté, c'est de me dire ok, ça m'a déglingué. Comment je peux prendre Ta on va dire responsabilité ma aussi responsabilité là-dedans, là-dedans oui. en fait, Oui. et comment est-ce que je peux moi m'aider là-dedans. Elle, je sais pas, ça m'appartient pas ce qu'elle fera avec. C'est elle et sa conscience, c'est elle et son karma, c'est elle et tout ça, et quelque part ça la regarde. Mais moi de mon côté, comment est-ce que je peux gérer ça? Et ma manière de le gérer, ça a été de me dire ok, quelle est ta part de responsabilité évidemment là-dedans. Ça veut pas dire de culpabilité, ça veut pas dire que je suis responsable de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. J'ai rien demandé moi dans l'histoire. Hein. Tu vois, je crois pas que je puisse dire que j'avais mérité ça. Mais par contre, ça me permet en fait de me dire ok, je vis cette situation-là à 41 ans avec tout ce que je connais de la PNL, des neurosciences, de tout ça. Putain, quand je suis dans le maths, j'arrive pas à le gérer. Ben mon job, mon réflexe, ça a été de me fermer au début et de m'isoler. Et en fait, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je m'ouvre aux autres au contraire et que j'apprenne en fait à accueillir et à montrer aussi que ça a été difficile pour moi à 41 ans de vivre cette difficulté-là qui a été extrêmement difficile. Et c'est ok, tu vois. Et donc, je crois que tu vois, il faut apprendre en fait à détourer ça. Donc, apprendre que le faire et l'être, bien, c'est quelque chose de on va dire qui est concomitant, on va dire, et que c'est important en fait de ne pas non plus trop privilégier le faire pour l'être, parce que sinon en fait on s'oublie complètement et on ne respecte plus cet espace sacré, ce temple sacré que vous avez à l'intérieur de vous et dans lequel vous mettez toutes les choses importantes pour vous. Et d'un autre côté, apprendre aussi à faire des choses, parce que sinon on n'avance plus aussi, hein, si on est que dans un monde de spiritualité qui est génial, hein. Oui, laisse faire, laisse les choses venir, ralentis, je veux dire à un moment donné, t'as pas le choix, tu fais. Tu vois, je veux dire, tout à l'heure, par exemple, typiquement, tout à l'heure, on a eu beaucoup de mal à se connecter avec Yannick. Mon ex qui était quelqu'un de très spirituel, une médium très connue, elle aurait dit ah c'est pas fluide, j'arrête. Et je ne fais pas parce que ce n'est pas fluide. Et quand c'est pas fluide, eh bien je fais pas et je persévère pas. Moi je dis non. Je dis non, tant que j'ai de l'air dans mes poumons, tant que j'ai de l'énergie, et par respect pour Yannick, je me suis dit non, je dois trouver une solution. J'avais une connexion un peu foireuse. Je savais que j'avais pas épuisé tout mon stock de solutions. Donc j'ai dit à Yannick à un moment donné, écoute, je suis désolé, j'arrive pas. Viens, on se retrouve à 13h. Et t'as eu la gentillesse d'accepter. Je suis vraiment tout désolé. J'ai décalé certains rendez-vous parce que pour moi, c'est le respect que je dois à notre relation. Que tu me fais confiance pour me te donner un rendez-vous et je foire le rendez-vous. Non, tu vois, c'est à moi de prendre ma responsabilité et d'assumer. Et donc là, je retourne tout pour arriver à trouver les solutions. Ici, il faut, je n'y serais pas arrivé. Mais je me devais de faire ça pour toi. Parce que c'était ma responsabilité de faire ça pour toi.
toi. Et donc, il y a toujours une espèce de truc un peu spécial avec cette notion de responsabilité. Et je crois qu'il y a 50-50 et je crois que la persévérance aussi a du bon et que le monde de la spiritualité n'est pas non plus qui est très bien, qui est très bon sur plein d'aspects. Et c'est bien de chercher la fluidité, mais c'est important aussi d'assumer et de respecter aussi les gens avec qui on est et de prendre les responsabilités. Enfin, je crois en tout cas. Oui, tout à fait. Et tu le dis très justement, il faut trouver un équilibre entre justement cette spiritualité, l'être et le faire. Parce que, et moi, parfois j'ai été comme ça aussi, je me dis, ah ça c'est un signe, mais tout n'est pas un signe en fait. Et parfois c'est le C'est un signe signe que tu que... dois persévérer. Mais voilà, c'est ça, c'est le signe que tu dois persévérer. Et parce que c'est un peu comme quand tu rencontres un caillou sur ton chemin, mais si à chaque caillou tu t'arrêtes, tu vas pas aller très très loin. Et donc, Bien qu'est-ce que sûr, tu fais avec ça en fait? bien Tu sûr. peux construire des œuvres d'art, tu peux le contourner, tu peux faire plein de choses. Mais le truc, c'est d'avancer malgré les obstacles, malgré tout. Et je peux vous le dire, les amis, Yannick, il a remué le ciel et la terre C'est vrai. pour qu'on soit là aujourd'hui. Et j'adore. Et merci parce que comme tu dis, il y a des personnes qui n'auraient pas été jusque-là et merci de ta gentillesse et de ta persévérance parce que c'est aussi grâce à ça Oui, de la que, gentillesse, parce que voilà, du respect, c'est surtout du respect pour toi. du respect. Et puis, Ouais. et puis j'avais des solutions dans ma tête. Je savais que j'avais d'autres solutions. Donc je me suis dit, je veux épuiser ce stock de solutions avant de te dire, je suis désolé, j'y arrive pas. J'y arrive plus, tu vois. Ça sert à rien de m'entêter. Je veux dire, tu sais, il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. Et l'entêtement, c'est commencer à râler, taper en fait toujours de la même manière. Là où la persévérance, c'est comment est-ce que je tape une fois, deux fois, trois fois. Ok, la solution, comment je prends du recul, j'analyse les choses pour prendre une autre solution et analyser toutes mes options. Et la persévérance, pour moi, c'est juste une capacité à épuiser toutes les solutions et toute la créativité qu'on peut avoir pour arriver à un objectif. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et pour moi, la persévérance est très bon. Là où l'entêtement, effectivement, c'est la mouche qui tape sur le carreau et qui, malheureusement, bah voilà, n'a pas de solution. Tu vois, donc, tant que j'ai du stock d'intelligence et de ressources, ben, je le fais, en fait. Mais je n'attends pas que tout me tombe tout cuit dans les mains. Oui, mais tout doit être fluide, tout doit être... Non, on se détend. Je pense qu'on est aussi sur Terre aussi pour incarner des choses et pour aussi vivre ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et du coup, tu as aussi touché, de par ce que tu nous as expliqué, à des choses très importantes qui sont des choses que je dis souvent à ma communauté, c'est les valeurs, les limites et les non négociables. Et ce que tu Ouais. disais, cet espace sacré qui est en toi, c'est vrai que quand tu es beaucoup dans le faire et que tu n'es pas trop dans l'être, ben justement, tu as tendance à oublier, comme moi j'ai fait quand j'ai eu mon burn-out, ben, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites, et tu laisses entrer justement, comme tu disais très justement, quand tu veux plaire à tout prix et que tu veux être aimé par les autres parce que tu as un manque Mhm. d'estime de toi, hein, clairement, Bien tu sûr. es, dans le je vais tout donner, même à s'oublier soi et à ne plus savoir ben, qui on est vraiment. Et donc, comme je te rejoins tout à fait là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose que voilà, j'ai vécu malheureusement. Je me suis retrouvée en 2019 à me dire, mais tiens, en fait, je suis qui moi? Et c'est super tout ce que tu nous as partagé. Donc, merci d'avoir été aussi honnête et transparent. Et merci de Ouais, mais avec grand plaisir. Et puis, comme je te dis, moi, cet espace sacré-là, je deviens le papa, je deviens le papa de ces petits Yannick qui sont là derrière, de mes rêves, de tout ça. Et mon job, en fait, quand t'es parent, c'est de protéger tes enfants. Ça fait partie de ton job, ça fait partie de, je sais plus qui. Je crois qu'on doit aussi de protéger en fait ben voilà aussi nos enfants, c'est de les rendre autonomes et tout ça, mais en tout cas dans cet espace là quand moi à l'époque j'ai pas pu être protégé, ou en tout cas j'ai mal été protégé de mon j'ai sur des tas d'aspects, je dis ben c'est pas grave, maintenant je prends le relais, et ces petits enfants qui ont été blessés ils sont derrière moi maintenant il y a plus personne qui y touche, voilà, je serai un protecteur pour eux, voilà, et à la fois aussi par moment je leur apprends aussi à muscler leurs émotions Mhm, et leur dire mhm, bah tu sais, ça on doit le vivre, tu vois. mhm. Et c'est important, en tout cas pour moi, je trouve que cette visualisation-là, c'est la seule qui m'a profondément aidé à avoir plus d'amour de moi. Et c'est pour ça que j'ai inventé ce truc-là, et je trouve que ça me va bien, en tout cas. Oui, ça te correspond très très bien. Et merci de l'avoir partagé avec nous. Ouais, c'est vrai parce que, en fait, on m'a toujours dit, ouais, il faut que tu aies plus d'amour de soi. Mais j'ai jamais su comment faire. Et là, ben, je tutoie une solution qui marche pour moi, donc je vous la partage. Et qui est rien en soi, en fait, c'est pas grand-chose à faire. Non, mais c'est déjà ça. Parce que Ouais. tu as des personnes qui te diraient oui, bah, ça va venir, je vais faire deux, trois autres trucs, et puis voilà. Et alors, tu nous as écrit un magnifique livre. Merci. Les gentils aussi méritent de J'en suis réussir. fier.
Ah oui, c'est une perle, vraiment. C'est ce que je disais en off, les amis. J'ai commencé à surligner des passages du livre. Je me suis arrêtée parce que j'aurais pu surligner tout le livre, tellement il est exceptionnel. Donc, tu as été co-auteur. Bon, En c'est fait, toi. c'est moi qui suis l'auteur principal de Voilà. ce livre-là. Et quand j'ai voulu écrire ce livre, comme j'ai beaucoup de mal en fait à me mettre à un bureau et à écrire, j'ai voulu en fait le coécrire avec des gens qui savaient à la fois organiser mes idées parce que c'est un sacré bordel dans mon esprit. Voilà, j'ai beaucoup d'idées, plein d'idées qui arrivent en même temps et j'ai quand même des carences. Donc je me suis entouré du champion du monde de mind mapping et lecture rapide en fait, Jérôme Waro, qui allait prendre mes idées, on va dire, et les packager. Et ensuite, j'ai pris Delphine, qui elle était là pour amener la profondeur dans chaque idée et à me challenger sur chaque idée pour amener en fait à chaque fois la profondeur dans chaque idée, dans chaque concept. Et ça a été un travail incroyable et extraordinaire que j'ai fait avec ces deux personnes qui sont pour moi des merveilles absolues. Et c'est aussi beaucoup grâce à eux que le livre existe. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'ils soient co-auteurs avec moi. Mhm. Mais en tout cas, c'est une réussite, comme tu dis, tu vois la profondeur, etc. C'est vraiment une pépite. Donc, les amis, procurez-vous ce livre. Les gentils aussi, Il est mais très vous bien verrez. accueilli, je suis content. Et puis Ouais. surtout, le livre est aussi, même si ça en fait râler certains, c'est aussi un début, un point de départ de quelque chose. Socrate disait il ne voulait pas écrire parce que écrire pour lui était quelque chose. On le lit, je crois, dans l'œuvre de Platon. Il pensait que écrire figeait la pensée. C'est-à-dire que la pensée est faite pour évoluer, pour grandir, et lui, il pensait que l'écriture, et c'est pour ça qu'il n'a jamais rien écrit, figeait la pensée, qu'en figeant cette pensée-là, en fait, on figeait la philosophie. Et je suis assez d'accord avec lui dans le sens où je ne suis pas le même maintenant que quand j'ai écrit le livre, et donc mes idées évoluent. Et donc du coup, le livre est aussi une expérience web dans laquelle en fait vous avez des QR codes et vous avez des ressources supplémentaires avec une ressource sur l'énéagramme, qui est un outil de lecture de personnalité qui m'a beaucoup aidé, une ressource aussi sur les croyances limitantes, sur comment les débarrasser de ça et tout. Et puis donc, il y a plein de ressources sur des vidéos dont je fais référence pour que vous ayez vraiment un écosystème. Et je trouve que c'est chouette de continuer l'expérience à l'extérieur du livre aussi. Vous pouvez la continuer évidemment en me suivant sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que vous voyez que on va dire que la pensée évolue aussi. Mais je suis très heureux de comment évolue ce livre et du fait d'en faire non pas quelque chose de figé, mais quelque chose justement d'ouvert sur le monde, via le web justement. Et que l'expérience, elle soit double. Il existe aussi en audio aussi, et j'adore la version audio parce que ce n'est pas moi qui la lis. Et je l'adore parce que le comédien a fait son traitement à lui et j'ai redécouvert mon livre grâce à lui. Olivier Chauvel. On est produit par Audible et donc du coup, j'étais très fier de la manière dont il a interprété le livre. Ouais, voilà, donc les amis, si vous avez envie d'avoir la version aussi audio, sachez qu'elle existe. Et moi, je vous conseille de faire vraiment, de scanner tous les QR codes parce que comme dit Yannick, il y a tellement de choses. Mais vraiment, ce livre est une pépite et c'est pas parce que tu es là et je te passe pas la pommade, je le pense vraiment parce que si je l'avais pas aimé, je te l'aurais dit. Ouais, Parce que je merci suis beaucoup. aussi comme ça, tu vois, c'est aussi dans Écoute, mon si tu veux en esprit. faire un commentaire sur Amazon, ça me fera plaisir. Voilà. Ben, je vais faire ça. Ça me Je fera vais super faire plaisir. ça. Vraiment, ça me touchera beaucoup. Ça aidera le livre à se faire connaître aussi. Voilà. Voilà, oui, oui, tout à fait, Et tout pour les à fait. référencements, c'est toujours bien d'avoir un peu de commentaires sur Fnac, Amazon, Cultura, un peu où il est. Donc, écoute, si ça te tente et que tu peux copier-coller ton commentaire, écoute, ça me fera très plaisir. Tu sais Et quoi, toi je vais qui le nous regardes. changer à chaque fois. À chaque fois, je vais en faire un nouveau. Oh non, tu peux le copier-coller. Franchement, ça changera rien. Ne t'embête pas avec ça, mais ça changera rien au truc. Mais il est sûr que les commentaires, ça aide à faire connaître le livre, donc c'est cool. Oui, bien Si, sûr, et puis c'est si vrai. vous a plu ou si t'as plu, ça aide le livre à avancer. Oui, oui, tout à fait. Donc, promis, je ferai ça. Et alors, du coup, à côté Comme de tu ça, veux. parce que ça, c'est une de tes casquettes, hein, donc tu as été commercial, directeur général, maintenant auteur, et Ouais. tu travailles aussi à la Neuro Business School. Tu Ouais. as fondé la Neuro Business School avec Ouais, David. absolument. Ouais. Je l'ai Ouais. cofondé avec David Lefrançois, Mhm. qui est un frère, voilà, qui est voilà, quelqu'un que j'aime avant tout humainement profondément, et voilà, et qui se trouve être un génie du développement personnel, voilà, de la vulgarisation scientifique, et donc du coup, voilà, on s'est associé sur ce programme-là pour que lui fasse les apports neurosciences et que moi je fasse tous les apports business. Donc c'est mon entreprise effectivement, mais on est associé sur ce projet-là et je suis très très heureux de m'associer avec David sur ce projet-là qui aide toutes les personnes qui ont des doutes, qui veulent se lancer, qui sont ambitieuses, mais qui ne savent pas comment se vendre, comment vendre et se vendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu révolté, parce que il y en a marre que la vente soit l'outil
ou la vente ou le business, en fait, soit l'outil de prédilection pour les gens qui ont finalement assez peu de conscience et qui finalement ne sont pas forcément très ouverts sur leur cœur. Et que les personnes qui sont ouvertes sur leur cœur s'interdisent de faire du business, s'interdisent d'être ambitieuses, s'interdisent, alors qu'en réalité, il y a tout à gagner à avoir des personnes conscientes qui font de l'argent, qui deviennent puissantes dans la matière. Et je trouve que l'argent est une des manières de devenir puissant dans la matière. Donc je trouve intéressant en tout cas d'enseigner ça aux gens. Et c'est pour ça que la Neurobusiness School elle existe, c'est parce que j'avais envie de créer cette espèce de vivier, en fait, on va dire d'entrepreneurs de cœur qui ont envie de se lancer et de ne pas les juger par rapport à là où ils sont, mais de les aider à avancer. Et de ne pas essayer de les impressionner, mais de les aider à voilà, ne pas briller moi-même pour les éblouir, mais plus pour les éclairer. Et donc du coup, c'est vraiment ça en fait que j'avais envie d'amener en fait au travers de ce programme-là. Et David est très au fait et très là-dedans. Voilà pour moi quoi. Enfin avec moi pour ça quoi. Oui, vous complémentez vraiment parfaitement, hein. Comme tu disais, ton expertise et la sienne dans deux secteurs complètement différents, mais qui se complètent Ça m'a à aidé à merveille. grandir. Ça m'a aidé à grandir d'être associé avec David parce que David, il a cette assurance, lui, il a cette, euh, cet aplomb, ce pouvoir en fait de oratoire, tu sais, qui est très fort, très puissant, et d'être à côté de lui, ça m'a permis d'énormément apprendre et puis d'énormément apprendre sur moi aussi. Parce que quand tu es sur scène à côté de David Lefrançois, tu as une tendance à te sentir petit. Et Mm. le fabuleux cadeau que David m'a fait, c'est de ne pas me laisser ma place, mais de me laisser prendre ma place à côté. Il n'avait pas à me laisser la place. C'était à moi à la prendre à côté de lui. Et je me rappelle, une fois, il m'avait dit, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il m'a fait, je crois ça. Il m'a dit, mais Yannick, pousse-moi. Il m'a dit quand, tu sais, il me dit pousse-moi. Quand si je prends trop de place, pousse-moi. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique cadeau qu'il m'a fait, un magnifique enseignement qu'il m'a fait. Voilà, ce jour-là, en fait, parce que moi, je me permettais pas. Tu vois, je me disais, mais non, tu sais, tu parles, j'ai pas, voilà quoi. Après, David, c'est difficile quand il dit quelque chose, de dire quelque chose après, parce que c'est tellement complet, c'est tellement intelligent, c'est tellement brillant, c'est tellement de trucs que tu te dis, bon, j'ai rien à dire, mais je suis d'accord avec lui. Je surlike, ok, je te follow. Voilà, je trouve ça génial. Mais voilà, à côté de ça, on s'entend tellement bien humainement, c'est tellement un frère que ben voilà, voilà. Et puis il m'a appris aussi à développer des choses et à prendre ma place, ma juste place, la place que je devais prendre. Je devais pas essayer d'être plus intelligent que lui, je n'y arriverai jamais. Je ne veux pas essayer d'en savoir plus que lui, je n'y arriverai jamais. Par contre, je peux arriver à mon type d'intelligence à moi, le mettre en avant davantage et de mettre en avant en fait mes zones de génie à moi. Voilà, sur lesquelles lui, bah d'ailleurs, c'est pour lesquelles aussi lui m'apprécie et s'est associé avec moi. Tu vois, sur la notion d'intelligence relationnelle, sur plein d'autres aspects, en fait, dans lesquels, sur la vente aussi, dans laquelle je suis plutôt très bon pour enseigner ça. Voilà, sur ma capacité, en fait, à savoir envelopper les gens, à savoir les amener à un objectif en douceur. Bah, c'est quelque chose voilà, qui fait partie de moi, quoi. Et au travers de mon histoire aussi. Donc, ça en fait beaucoup de richesse, malgré tout. Oui, Même énormément si de moi, richesse. et pendant beaucoup de temps, je me suis senti petit, tu vois. Mais pareil, quand j'ai commencé à créer mon palais, commencé à créer mon sanctuaire, dans lequel je mettais toutes ces personnes-là, ben, c'est cool, quoi. Mhm, mhm. Et pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on passe de commercial voilà, à fondateur de la Neuro Business School, à avoir envie d'écrire des livres, etc. Moi, je trouve ça génial parce que du coup, tu montres que tout est possible. En fait, c'est ça que Ben, j'aime chez toi. je crois que l'une des clés principales, c'est de faire malgré la peur et de trouver des solutions pour ça. On parlait tout à l'heure de persévérance. Il y a l'objectif, il y a comment est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif. Et moi, à un moment donné, ça devenait trop lourd pour moi, mon syndrome de l'imposteur et mon manque d'estime de moi devenait trop lourd pour moi, pour le métier que je voulais faire. Je rêvais d'être conférencier, je rêvais d'être infopreneur, je rêvais de vendre des programmes sur Internet, de devenir avoir une école de formation, de faire des conférences, de faire des formations en présentiel aussi. Je rêvais en fait d'avoir un business vraiment global qui me fait rêver, en fait, tout simplement. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, je n'étais pas prêt à vivre ce business qui me faisait rêver et à l'incarner pleinement. Et cet écart-là me faisait souffrir. Entre l'homme que je voulais, je pensais pouvoir être, et entre l'homme que je pensais être vraiment. Et cet écart-là, en fait, me faisait souffrir. Et je me suis dit, eh bien, ce que tu vas faire, Yannick, c'est que même si toi, tu t'estimes pas à la hauteur, trouve des solutions pour que tes clients aient quelque chose à la hauteur. Et donc, du coup, ma hauteur à moi, je l'ai choisie à travers de David. J'ai dit, bah, David, lui, va être à la hauteur pour moi.
Et moi, ça va me donner le temps et la possibilité de grandir et de passer à être à la hauteur. Aujourd'hui, je pense que je suis à la hauteur. Mais à l'époque, je me le sentais pas. Et en fait, les gens te diraient, mais si tu étais à la hauteur. Mais Oui. moi, je ne le ressentais pas. Donc, comme moi, je le ressentais pas, ben, il a fallu que ça prenne 3 à 4 ans, tu vois, pour arriver, hop, voilà. Mais en attendant, ça fait un business à plusieurs millions d'euros pendant 3 4 ans. Ce qui est plutôt cool. Tu vois? Donc, plutôt que de me dire, je me lance pas parce que je me sens pas prêt, je me lance en trouvant les solutions pour, en faisant aussi, un travail sur mon ego aussi. Parce que, ben, quand tu vois que les gens viennent dans ton programme essentiellement pour David et pas toi, alors que c'est toi qui as tout fait, ou t'as beaucoup œuvré, beaucoup travaillé à tout faire en back-office derrière, et que les gens viennent, mais pas pour toi, mais pour lui, et qu'on te dit non, moi je te connais pas, je sais pas qui tu es, et puis presque à être un peu, tu vois, difficile avec toi, ben ça apprend, ça muscle aussi son muscle de l'ego aussi, et ça permet aussi de se remettre à sa place, à se remettre dans son humilité, mais sa juste humilité. C'est-à-dire que ne pas se mettre au-dessus des gens évidemment, mais ne pas non plus se mettre en dessous de qui on est vraiment. Et Mhm. donc cette juste humilité-là, c'est se dire qu'il n'y a pas un humain au monde qui est au-dessus de moi, pas un humain au monde qui est en dessous de moi. Par contre, je suis au service du monde. Et donc ça m'aide, moi, dans mon humilité. Et donc, ça m'a aidé à me muscler davantage et par la suite, on va dire, à être, ben voilà, plus, voilà, plus De prendre incarné ta place, davantage. ouais. Ouais, incarné Mm. davantage, tu vois. Mm. Et Mm. je me permets, je fais des petites digressions parce que je vois que c'est facile de dire aux gens, prends ta place. Mais c'est comment on fait, tu vois. Donc j'essaie de dire comment moi j'ai fait pour prendre ma place et de dire que je suis pas né en étant aussi confiant que je le suis là quand je te parle. Je suis pas né avec cette capacité oratoire que je développais davantage aujourd'hui. Je suis pas né du tout avec ça, cette capacité à faire des conférences qui font rire. Je suis pas né comme ça. Ok, je suis né timide, je suis né extraverti, mais timide extraverti. Donc tu vois, il y a des choses à trouver en tout cas là-dedans. Et ça veut pas dire que parce que je suis moi de nature un petit peu plus extraverti, bien que j'ai de l'introversion en moi, et bien que vous n'êtes pas capable. Si vous avez, moi je pense qu'on est tous ambivertis. On a tous en fait l'extraversion et l'introversion. On appelle juste une énergie plus que l'autre. Et moi en fait je sais appeler les deux par moment et je sais que mon énergie d'introversion elle m'aide aussi beaucoup. Donc c'est ça que je voulais dire aux gens, c'est que vous pouvez aussi être d'excellents conférenciers, d'excellents orateurs, pour peu que vous embrassiez votre propre style, votre propre manière de faire, vraiment. Et voilà, et c'est un chemin. Voilà. Merci. Je voulais juste te demander si tu avais quelque chose à partager encore en plus, mais tu viens encore de nous partager une pépite. Écoute, je sais pas si j'en ai dit beaucoup des pépites, mais en tout cas, je te livre tout ce que je peux Oui, te livrer, je te le oui. donne. Si vraiment, c'était une interview d'une richesse exceptionnelle. Merci Annie pour tout ce que tu nous as partagé en tout cas. Moi, j'ai eu la chance de te voir avec David sur scène, hein. Je t'ai vu d'abord toi, puis David, et puis ensemble. C'est vrai qu'on a fait les cons, c'est vrai, Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on était à la Z Live avec de Martin Latulippe. On a d'abord eu une très belle conférence de Yannick, ensuite une conférence de David, et puis on les a retrouvés sur scène en train de chanter. ouais, Eh ouais. bien, moi, je Moment peux te improvisé dire, très cool. c'était, voilà, comme tu disais très justement, maintenant, ta place, elle est là. Moi je t'ai vu briller de mille feux, je t'ai adoré sur scène, autant que David. Et vous voir à deux, c'était très chouette d'avoir ce moment, en fait, où vous faites les cons, mais vous n'avez pas peur. Puis les gens vous aiment comme ça aussi. Et c'est ça qui est gai. On peut vous voir très sérieux dans votre business, dans la NBS, etc. Et puis, on peut vous voir aussi faire les cons, mais c'est toujours avec plein de bienveillance et d'amour. Et c'est gai de voir, en fait, ce partenariat d'âme aussi que tu as avec David, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un peu comme ton âme sœur, Ouais. mais Je sais de... pas si toi tu es très ouverte à tout ce qui est spiritualité ou si ton audience est là-dedans, mais on m'avait dit dans des vies, on avait plein de vies antérieures en fait où on a été frères d'armes, où on a été, on a fait la guerre ensemble dans plusieurs vies. Donc il y a eu, en tout cas, on est très liés avec David. Mais ça se ressent quand on vous voit, ça se dégage en tout cas de vous deux. Mais en tout cas, moi je trouve que ton parcours est juste vraiment exceptionnel et je trouve que bah, merci de nous avoir partagé tout ça parce que c'est important, comme tu dis, tu n'es pas né avec ça en fait, mais tu as développé ça et tu as pris ta place, tu n'es pas au-dessus, tu n'es pas en dessous, tu es égal et donc je trouve ça génial en fait parce qu'il Ouais. y a tellement de personnes qui nous écoutent ou sur Terre qui vont nous découvrir un jour, qui vont découvrir cette interview, qui, euh, qui ne reconnaissent pas leur valeur. Et moi, tu vois, à travers ces interviews, c'est ça aussi que je veux donner, c'est montrer que tout le monde peut réussir, en fait. Ouais, Tout le monde a quelque chose à transmettre, tout le monde peut réussir, il faut juste se donner les tellement, moyens. tellement. Et, euh,
et voilà. Donc, merci infiniment d'avoir Merci Chou, été. merci à toi. C'est un vrai plaisir d'avoir passé ce temps-là avec toi. Si vous suivez Yannick, je vous soupçonne d'être intelligent. Voilà. Merci. Donc franchement, merci beaucoup à vous voilà, de la suivre parce que c'est vraiment une belle personne qui Merci. mérite vraiment toute votre attention et qui a énormément de pépites et de sagesse à partager. Moi, j'adore ton état d'esprit. J'aime beaucoup qui tu es. Voilà, j'aime ce que tu fais aussi. Voilà, les deux. Et puis je te remercie voilà pour tout. Ben, merci à toi, merci beaucoup. Alors, pour continuer l'aventure avec Yannick, je vous mettrai tous les liens, vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai le lien du Oui, super bouquin. ça te bénit sur 18 générations. Si tu me suis sur Instagram, attends, ça peut faire baisser le prix de l'essence si vous êtes suffisamment nombreux. Attends, c'est important de me suivre sur les réseaux, de nous suivre sur les réseaux. Attends, si tu achètes le livre, que tu fais un commentaire, mais tu as le pouvoir de bénédiction et tu peux faire les vœux illimités. Attends, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et puis, vous allez voir, Yannick, il partage plein de belles choses à travers ses interviews. Les blagues à part, le livre est vraiment cool. Et puis voilà, c'est cool. Vraiment, vraiment cool, je vous promets. Je fais pas de la pub pour rien. Moi, je ne vends que les choses en quoi je crois profondément. Donc vraiment, ce livre Merci est une beaucoup. pépite, et je le redis. Je mettrai tous les liens pour te retrouver, pour la NBS, pour te suivre sur Insta, Facebook, suivre tes aventures. Merci en tout cas, Yannick, de tout ce que tu nous as partagé. Et puis, Merci à les toi. amis, pensez à votre temple intérieur Ouais, et voilà. au petit vous. Au petit moi à l'intérieur. C'est important. Je vous embrasse tous très fort et Yannick, à tout bientôt. À bientôt. Bisous, Machou. Bisous, bisous. Bisous, Salut bye tout le monde. bye. Ciao, ciao.